Le titre que vous avez entendu sonne comme le début d'une légende, une de ces histoires que l'on murmure autour d'un feu, un mélange de scandale et d'héroïsme. Une princesse, des amants, un repas avant la mort. Mais derrière cette image qui frappe les esprits, se cache-t-il une réalité historique, un rituel précis, une coutume de guerre oubliée? Pour le savoir, nous devons quitter nos conceptions modernes et nous plonger dans le monde des sociétés celtiques d'avant la conquête romaine. Un monde où les frontières entre le sacré, le politique et l'intime étaient bien plus poreuses que les nôtres. Nous ne raconterons pas une histoire, mais nous suivrons une piste, celle d'une pratique possible, ancrée dans la culture des guerriers d'Armorique et qui nous en apprendra beaucoup sur la nature du pouvoir, du courage et des liens qui unissent les humains face à leur propre fin. Pour comprendre l'origine d'un tel rituel, il faut d'abord connaître le terreau dans lequel il aurait pu germer. Nous ne sommes pas dans un royaume imaginaire, mais bien sur les côtes de l'actuelle Bretagne, au 1er siècle avant notre ère. Ici vit une des plus puissantes tribus gauloises, les Vénètes. Leur nom signifie « les dominateurs » ou « les chefs », et leur puissance ne vient pas de la terre, mais de l'océan. Contrairement à d'autres peuples gaulois centrés sur l'agriculture, les Vénètes sont des maîtres de la mer. Leur contrôle sur le commerce maritime entre la Bretagne, riche en étain, et le reste de la Gaule, puis de la Méditerranée, fait d'eux une nation incroyablement riche et influente. Leurs villes, comme Darioritum, l'actuelle Vannes, ne sont pas de simples agglomérations. Ce sont des ports fortifiés, des places fortes construites sur des éperons rocheux difficiles d'accès, dominant des estuaires où leurs navires peuvent s'abriter. Et ces navires sont leur véritable force. Jules César lui-même, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, les décrit avec une sorte de respect inquiet. Il note que leurs bateaux sont bien supérieurs à ceux des Romains. Construits entièrement en chêne, des bois extrêmement durs, leurs quilles sont si massives qu'elles résistent aux éperons des galères romaines. Leurs avirons sont très épais et attachés par des chaînes de fer. Leurs voiles sont faites de peau tannée et non de toile, ce qui leur permet de tenir tête aux violentes tempêtes de l'Atlantique. Ces navires de haut bord, à la coque arrondie et à la proue haute, ne sont pas faits pour la vitesse, mais pour la puissance et la résistance en haute mer. Ils sont le symbole de l'indépendance et de la fierté vénète. Un peuple qui maîtrise un tel élément, qui affronte l'océan au quotidien, développe nécessairement une culture particulière, une spiritualité tournée vers les forces de la nature, une mentalité de défiance face à toute tentative de domination. Dans ce contexte, la place de la femme est fondamentale. L'image de la femme faible et confinée au foyer que nous avons hérité du Moyen Âge est totalement inapplicable au monde celte. Les sources grecques et romaines, bien que souvent hostiles, sont unanimes sur ce point. Les femmes gauloises jouissent d'un statut et d'une liberté qui stupéfient les Méditerranéens. Le philosophe grec Posidonios, qui voyagea en Gaule au IIe siècle avant notre ère, J.C., rapporte des faits précis. Il décrit des femmes aussi grandes et robustes que les hommes. Il mentionne qu'elles peuvent hériter, posséder des biens en propre et que le couple matrimonial est une sorte de partenariat économique. Le droit de la famille est particulièrement éclairant. Chez les Vénètes, comme chez la plupart des peuples gaulois, la femme peut demander le divorce. Elle récupère alors sa dot et les biens qu'elle a apportés au mariage. Plus surprenant encore pour un Romain, les enfants d'un couple appartiennent à la mère, et non au père. En cas de décès de l'époux, c'est elle qui dirige la famille et gère les biens. Cette autonomie juridique se traduit par une influence politique réelle. Nous connaissons les noms de plusieurs reines qui ont exercé le pouvoir directement. On pense bien sûr à Boudica, chez les Icènes de Bretagne insulaire, qui mena une révolte formidable contre les Romains. Mais il y a eu aussi Cartimandua, reine des Brigantes, qui gouverna son peuple et négocia avec Rome pendant des décennies. Cette puissance n'est pas seulement politique ou économique, elle est aussi spirituelle. La religion celte est dirigée par les druides, une classe sacerdotale immense qui détient le savoir, la justice et le pouvoir spirituel. Les sources, bien que rares, suggèrent que les femmes pouvaient également accéder à des fonctions religieuses de haut rang. Des figures comme les Virgos ou les Ganas, ces prophétesses ou prêtresses, consultées pour leurs dons de divination, sont attestées. Une femme de haut rang,
Une princesse ou une fille de chef n'est donc pas une figure décorative. Elle est une actrice économique, une potentielle leader politique, et peut-être même une intermédiaire avec le divin. Dans une telle société, l'idée qu'une femme de pouvoir participe activement à la préparation à la guerre, y compris par des rituels, n'a rien d'absurde. Au contraire, elle est dans la logique de son statut. La guerre chez les Celtes n'est pas une simple affaire militaire. C'est un événement total, un acte religieux et social qui engage toute la communauté. Avant de partir au combat, de nombreux rituels sont nécessaires pour s'assurer de la faveur des dieux. Les guerriers ne se contentent pas de polir leurs armes. Ils consultent les druides, qui pratiquent la divination, souvent en observant le vol des oiseaux ou en sacrifiant des animaux. Le but est de connaître la volonté des dieux et d'obtenir leur protection. Un autre aspect fondamental de la préparation à la bataille est le banquet. Le festin est un pilier de la société celtique. Il n'est pas seulement un moment pour manger, mais un acte social et politique hautement codifié. C'est autour du banquet que le chef distribue la richesse, montre sa générosité et renforce les liens de fidélité qui l'unissent à ses guerriers. Partager le pain et la viande, boire dans la même coupe, c'est sceller un pacte, créer une communauté soudée. Le cognacum, ce breuvage partagé, est le symbole de cette alliance. Les chants des bardes, qui récitent les exploits des ancêtres, enflamment les cœurs et préparent les esprits au combat. Le but de la guerre n'est pas seulement la victoire tactique, c'est souvent une quête de gloire personnelle et de butin. Les guerriers celtes combattent pour la renommée, pour que leur nom survive à leur mort. Ils prélèvent les têtes de leurs ennemis tués, non pas comme un simple trophée macabre, mais comme la preuve ultime de leur courage. Ces têtes, conservées dans de l'huile de cèdre ou embaumées, sont exposées avec fierté à l'entrée de leur maison. On pense qu'elles contiennent une partie de l'énergie vitale de l'ennemi vaincu. Dans ce contexte, la préparation psychologique est aussi importante que la préparation physique. Il faut être capable de tuer face à face, de supporter le bruit, le sang, la mort proche. Il faut transcender la peur. Et pour cela, les rituels de cohésion et de renforcement de l'esprit sont essentiels. C'est ici que nous pouvons commencer à interpréter le titre de notre vidéo. L'acte de nourrir quelqu'un, dans un contexte rituel, dépasse largement la simple nécessité biologique. Dans de nombreuses cultures anciennes, y compris celtiques, la nourriture est un vecteur de pouvoir, d'énergie et d'esprit. Manger la chair d'un animal fort, comme un sanglier ou un taureau, c'est s'approprier symboliquement sa force. Boire un breuvage fermenté, comme la cervoise ou l'hydromel, c'est s'ouvrir à des états de conscience modifiés, à la fureur sacrée, cette furor, que les Romains redoutaient tant chez les guerriers gaulois et germains. Maintenant, imaginez une figure de proue, une princesse, une fille de chef, ou même une reine. Son rôle pendant la bataille n'est pas forcément de se trouver sur la première ligne, même si certaines comme Boudica l'ont fait. Son rôle peut être symbolique. Elle est l'incarnation de la nation, de la terre à défendre. Sa présence, sa survie, sont la cause même pour laquelle les guerriers se battent. Sa préparation avant la bataille est donc un enjeu crucial pour toute la communauté. Le rituel de nourriture pourrait alors prendre tout son sens. Il ne s'agit pas d'un caprice ou d'une scène érotique, il s'agit d'un acte de transfert d'énergie. Qui sont ces amants? Le mot est peut-être anachronique et trompeur. Il pourrait désigner les membres de son entourage le plus proche, ses compagnons d'armes d'élite, les plus valeureux guerriers de la tribu qui lui ont juré fidélité, des hommes avec qui elle partage une confiance absolue, un lien qui va au-delà de l'amitié. Dans une société où les liens personnels sont le ciment de la structure politique, ces relations sont le fondement du pouvoir. Le fait qu'ils la nourrissent est un acte de soumission et de dévotion. En lui donnant de la nourriture, ils lui donnent leur force, leur courage, leur vitalité. Chaque bouchée est une promesse de protection. Chaque gorgée de vin ou de bière est un serment de fidélité jusqu'à la mort. Pour la princesse, recevoir cette nourriture est un acte d'acceptation. Elle absorbe la force collective de ses guerriers. Elle devient le réceptacle de leur énergie combative. Ce rituel la charge de la puissance du groupe, la transformant en un symbole vivant de la résistance vénète. Elle n'est plus seulement une femme,
Elle est la tribu incarnée, prête à affronter l'ennemi. Cette culture, cette société, ce rituel hypothétique vont se heurter de front à une machine de guerre d'un tout autre type, celle de la République romaine. En Femtiot Avenue. J.A. C. Jules César est proconsul de la Gaule. Son objectif n'est pas officiellement la conquête, mais il va utiliser une série de prétextes pour déployer ses légions et soumettre les peuples gaulois un par un. Pendant plusieurs années, les Vénètes observent. Ils sont alliés de Rome, ils fournissent même du blé à ses troupes. Mais ils voient avec inquiétude les légions romaines progresser, briser les coalitions et imposer leurs lois. L'étincelle se produit en 56 avant Jésus-Christ. J.C. César, pour punir les Vénètes d'avoir donné refuge à des chefs de tribus soumises à Rome et d'avoir retenu des émissaires romains, décide de leur faire la guerre. Il comprend que la victoire ne sera pas facile. Il sait que les Vénètes sont invincibles sur terre grâce à leur place forte maritime et que leur véritable force est leur flotte. Il ne peut pas les assiéger sans les couper de la mer. Il ordonne donc à ses lieutenants, notamment Decimus Junius Brutus, de construire une flotte sur la Sète atlantique, probablement dans l'estuaire de la Loire. Pendant ce temps, les légions romaines, menées par César en personne, ravagent le pays vénète. Ils s'attaquent aux villages, détruisent les récoltes, dans l'espoir de priver les Vénètes de leurs ressources. Mais les Vénètes refusent la bataille rangée à terre. Ils se replient derrière leurs murailles et dans leurs navires. Ils savent que la décision se jouera sur l'eau. C'est une guerre d'usure, une guerre psychologique. Les Vénètes, confiants dans leur supériorité maritime, attendent. Ils rassemblent leur flotte, une armada de plus de 220 navires, selon César, venus de tout leur territoire et de ceux de leurs alliés. Le choc des deux mondes est imminent. La flotte romaine, plus légère, plus manœuvrable, conçue pour la Méditerranée, contre les navires monstres de l'Atlantique. La bataille finale a lieu dans le golfe du Morbihan, ou dans une de ses rades. César donne une description précise des manœuvres. Les Vénètes ont l'avantage du nombre et de la robustesse. Leurs navires sont si hauts que les soldats romains ne peuvent pas y monter à l'abordage avec leurs grappins traditionnels. Les éperons romains se brisent sur les coques de chêne. Les Vénètes, du haut de leurs navires, lancent une pluie de projectiles sur les Romains. La situation semble bloquée, voire désespérée pour les légions. C'est là que l'ingéniosité romaine, cette capacité à s'adapter, entre en jeu. Les Romains comprennent qu'ils ne peuvent pas vaincre les Vénètes en utilisant leurs méthodes habituelles. Ils inventent une nouvelle arme sur le champ de bataille. Ils fabriquent de longues faucilles, des sortes de serpes très tranchantes, fixées à de longues perches. Leur but n'est plus de percer les coques, mais de couper les cordages qui retiennent les haubans et les vergues des voiles de cuir. La manœuvre est géniale. Dès qu'un navire vénète s'approche, les soldats romains, depuis leur pont plus bas, agrippent les cordages avec leurs faucilles et tirent. Sous la tension, les cordages se rompent. Les mâts tombent, les voiles de cuir s'effondrent sur le pont. Privés de leurs moyens de propulsion, les navires vénètes deviennent des cibles faciles, immobiles sur l'eau. La panique s'empare des équipages. Les navires vénètes, conçus pour la haute mer, sont lents et peu manœuvrants. Ils ne peuvent pas s'échapper. Les navires romains, plus agiles, peuvent les aborder maintenant sans risque. Les légionnaires montent à l'assaut et le massacre commence. César raconte que la quasi-totalité de la flotte vénète fut détruite ou capturée. Voyant leur unique moyen de défense anéanti, les Vénètes sur terre se rendent. Mais César, décidé à faire un exemple terrible pour décourager toute autre révolte, prend une décision qui choquera même les Romains. Il fait exécuter tous les membres du Sénat vénète, les anciens, et vend le reste de la population comme esclaves. La puissance vénète est brisée. Leur culture, leur indépendance, leurs rituels sont voués à disparaître sous le joug romain, après la défaite de 56 avant Jésus-Christ. Gitas, le monde vénète est anéanti. Les élites sont mortes ou réduites en esclavage. Les temples sont détruits, les druides pourchassés. La culture romaine s'impose par la force. Les langues locales disparaissent progressivement au profit du latin. Les anciennes croyances sont soit interdites, soit syncrétisées, c'est-à-dire mélangées au panthéon romain. Dans ce contexte de destruction culturelle massive, des rituels comme celui que nous avons exploré n'avaient aucune chance de survivre de manière ouverte.
ils ont pu survivre sous deux formes. D'abord, dans la mémoire collective, transformée en légende. L'histoire d'une princesse se faisant nourrir par ses compagnons avant la bataille a pu être racontée de bouche à oreille, déformée au fil des générations. Les détails précis ont été perdus, le sens profond s'est estompé, ne laissant que l'image frappante, presque scandaleuse, d'une femme et de ses amants. C'est souvent le sort des rituels païens. Ils deviennent des contes pour enfants ou des histoires de sorcières, vidées de leur signification originelle. La seconde forme de survie est plus souterraine. Dans les campagnes, loin des villes et des centres de pouvoir romains, d'anciennes pratiques ont pu se perpétuer en secret, mêlées au christianisme naissant. Le repas rituel, par exemple, a pu être christianisé sous la forme de l'agape, ce repas fraternel des premières communautés chrétiennes. L'idée de partager le pain et le vin pour sceller un lien spirituel a trouvé une résonance toute naturelle dans le rite de l'Eucharistie. Quant à la figure de la femme de pouvoir, elle a été diabolisée par la nouvelle religion, devenant la sorcière, la prêtresse d'un culte païen, une figure maléfique qu'il faut combattre. Le souvenir d'une princesse guerrière, respectée et vénérée, était tout simplement inacceptable pour la morale chrétienne médiévale. Si les textes sont silencieux ou transformés, la terre, elle, a conservé des traces. L'archéologie nous permet de recouper les informations et de donner du corps à ces hypothèses. En Bretagne, comme dans le reste de l'ancien monde celtique, les fouilles ont mis au jour des tombes de femmes de haut statut qui défient les stéréotypes. On pense à la tombe de la princesse celtique de Vix, en Bourgogne, bien qu'elle soit antérieure, mais le phénomène est général. Ces tombes contiennent des objets de prestige, non seulement des bijoux en or et des vaisselles en bronze importés d'Italie ou de Grèce, mais aussi parfois des armes. Des sépultures de femmes ont révélé la présence de poignards, de lances ou même de boucliers. Cela ne prouve pas qu'elles combattaient toutes en première ligne, mais cela indique que le symbole de la fonction guerrière pouvait être associé à un statut féminin de haut rang. L'arme n'est pas qu'un outil, c'est un insigne de pouvoir. Une femme enterrée avec son épée était une figure d'autorité, peut-être une chef de clan, une prêtresse guerrière ou une gardienne du territoire. Plus intéressant encore pour notre sujet, ces tombes contiennent souvent du matériel de banquet. Des cratères pour mélanger le vin et l'eau, des coupes, des seaux en bronze, des broches pour rôtir la viande. La tombe de la femme de Reinheim, en Allemagne par exemple, contenait un service à boire complet. L'association entre une femme de pouvoir, les armes et le banquet est donc archéologiquement attestée. Cela renforce l'idée que ces trois éléments étaient liés dans la culture celtique. Le banquet n'était pas un simple repas, c'était un cérémonial du pouvoir. La femme qui le présidait, ou qui en était le centre, exerçait une fonction de premier plan. L'archéologie ne nous dit pas si elle était nourrie par ses amants, mais elle nous montre des femmes au cœur des rituels de pouvoir et de guerre, entourées des symboles de la richesse, du festin et du combat. Ce type de rituel, où un acte d'intimité et de partage sert à renforcer le lien social avant une épreuve mortelle, n'est pas unique au monde celtique. L'anthropologie nous montre des parallèles fascinants dans d'autres cultures. Chez les guerriers Maasai d'Afrique de l'Est, par exemple, la consommation de sang et de lait mélangés est un rituel central. Ce mélange, considéré comme sacré, est partagé entre les membres d'un groupe d'âge, les Morans, qui vivent et combattent ensemble. Boire ce mélange, c'est s'approprier la force du bétail, pilier de leur société, et sceller le fraternité d'armes. Dans les sociétés vikings, les liens de fidélité entre un chef et ses guerriers, les hirdmen, étaient extrêmement forts. Avant une bataille ou un raid, il était courant qu'ils partagent un banquet solennel. Les sagas, comme la Heimskringla, décrivent ces scènes où le chef distribue l'or et les armes, et où des serments sont prononcés sur des armes ou des anneaux sacrés. Là encore, le partage de la nourriture et de la boisson, en l'occurrence de l'hydromel, mjödru, est le ciment du groupe. Il crée une dette d'honneur et de loyauté qui ne peut être effacée que par la mort. Même dans un contexte plus moderne, on retrouve des traces de cette psychologie. Le dernier repas du condamné à mort est un rituel inversé, mais qui montre bien le lien profond entre la nourriture et la préparation à une épreuve finale. Dans les armées, le repas partagé avant une mission périlleuse reste un moment fort de cohésion. Ces parallèles montrent
que l'idée d'utiliser un acte aussi fondamental que le partage de la nourriture pour renforcer le moral et les liens avant un combat est une constante de l'expérience humaine face à la violence. Le rituel de la princesse Vénète, s'il a existé, serait une expression particulièrement sophistiquée et poignante de cet universel. Au-delà des faits historiques et des comparaisons culturelles, quelle est la vérité psychologique d'un tel rituel? Pourquoi se faire nourrir et non pas manger seul? La réponse réside dans la nature de la peur et du courage. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est la capacité d'agir malgré la peur. Et pour surmonter une peur aussi existentielle que celle de la bataille, l'être humain a besoin de plus que de la discipline ou de l'entraînement. Il a besoin de connexion. Se faire nourrir est un acte de vulnérabilité radicale. Accepter que l'on mette de la nourriture dans sa bouche, c'est faire confiance de manière absolue. C'est abandonner le contrôle, se mettre dans une position de dépendance totale. Pour une guerrière, une leader, c'est un acte contre-intuitif. Mais c'est peut-être là que se trouve sa force. En acceptant cette vulnérabilité de manière contrôlée, dans un cadre sacré, elle affronte et dompte la peur. Elle montre à ses compagnons qu'elle leur fait une confiance sans limite. En retour, ceux-ci, en la nourrissant, lui transmettent non seulement de la nourriture, mais aussi leur propre détermination. Ils investissent en elle leur espoir de survie. Ce rituel crée une boucle de rétroaction positive. La princesse se sent forte parce qu'elle sent la confiance de ses compagnons. Les compagnons se sentent forts parce qu'ils voient leur leader accepter leur soutien et se transformer sous leurs yeux. Le groupe devient une seule entité psychologique. La peur individuelle est dissoute dans la confiance collective. L'intimité du geste devient un bouclier contre l'horreur à venir. C'est une technique de préparation mentale d'une efficacité redoutable, qui anticipe des concepts modernes de la psychologie du sport ou de la préparation au combat. Elle utilise le pouvoir du lien social pour conditionner l'esprit à la performance extrême. Comment une telle pratique si puissante a-t-elle pu être effacée de l'histoire officielle? La réponse est double. La violence de la conquête romaine est le filtre des moralités successives. Les Romains, en écrivant l'histoire de la Gaule, l'ont fait avec leurs propres biais culturels. Ils décrivaient les Celtes comme des barbares, certes courageux, mais désorganisés et superstitieux. Un rituel de pouvoir aussi complexe, centré sur une femme, ne correspondait pas à leur grille de lecture. Ils l'auraient soit ignoré, soit caricaturé comme une pratique de débauche, ce qui servait leur propagande. Ensuite, le christianisme a achevé le travail. En imposant une vision du monde où le corps est une source de péché et où la femme doit être soumise à l'homme, il a rendu incompréhensible, voire impensable, l'existence d'un tel rituel. La figure de la prêtresse guerrière est devenue la sorcière. Le repas rituel païen est devenu un sabbat diabolique. L'intimité sacrée entre une leader et ses compagnons a été réduite à de la simple luxure. L'histoire a été réécrite par les vainqueurs, puis par les convertis. Aujourd'hui, le travail des historiens et des archéologues consiste à gratter cette couche de peinture pour retrouver la couleur d'origine. En recoupant les textes anciens, les découvertes archéologiques et les comparaisons anthropologiques, nous pouvons reconstituer une image plus juste et plus nuancée du monde celtique. Nous ne pouvons pas affirmer avec une certitude absolue qu'une princesse Vénète se faisait nourrir par ses amants avant chaque bataille. Les preuves directes manquent, mais nous pouvons affirmer que tous les éléments qui composent ce rituel, le statut élevé de la femme, l'importance du banquet, la dimension sacrée de la guerre, les liens de fidélité personnelle, sont avérés et cohérents dans la culture vénète. Le rituel n'est pas une invention, mais une reconstitution plausible, une hypothèse puissante qui donne du sens à l'ensemble des faits. Alors, l'histoire de la princesse qui se faisait nourrir par ses amants avant la bataille? Ce n'est pas un conte de fées. C'est une porte d'entrée vers la compréhension d'une civilisation perdue. C'est une invitation à regarder au-delà des apparences et des préjugés. Ce que nous avons découvert, c'est une société où le pouvoir, la spiritualité et l'intimité étaient intimement liés. Une société qui avait développé des méthodes sophistiquées pour gérer la peur et renforcer la cohésion face à l'adversité. Cette histoire nous parle encore aujourd'hui parce qu'elle touche à une vérité universelle.
Dans nos vies modernes, nous n'allons peut-être pas livrer de bataille navale dans le golfe du Morbihan, mais nous faisons tous face à des épreuves qui nous font peur. Des défis professionnels, des crises personnelles, des moments où nous nous sentons seuls et vulnérables. La leçon de la princesse Vénète, c'est que la force ne vient pas seulement de l'intérieur. Elle vient aussi des liens que nous tissons, de la confiance que nous accordons et du soutien que nous acceptons des autres. Se nourrir de la force des autres, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de sagesse. C'est reconnaître que nous sommes des êtres sociaux et que notre plus grand pouvoir réside dans notre capacité à nous connecter les uns aux autres. Le rituel de la princesse n'était finalement qu'une méthode, une cérémonie pour activer ce pouvoir fondamental. En racontant cette histoire, en explorant ses racines historiques, nous ne faisons pas que ressusciter un passé lointain. Nous nous rappelons une vérité essentielle sur la condition humaine. La véritable force, celle qui nous permet de traverser les tempêtes, est toujours une force partagée.